Bienvenidos y bienvenidas. Parece que fue ayer cuando cerramos la temporada del curso pasado, pues después de este verano tan especial, de este verano olímpico, ya estamos otra vez de vuelta abriendo esta temporada cultural 2024-2025. En primer lugar, queremos disculpar la ausencia del director, que no está en París en estos momentos, y queríamos daros una calurosa bienvenida para este primer acto, que es también lanzamiento de nuestra temporada cultural. Hoy arrancamos con una conversación cruzada, de la que estamos especialmente felices, porque nos parece un ejemplo perfecto de alguna de las líneas que hemos decidido integrar en la programación de este año. El Instituto Cervantes de París desea hacer un esfuerzo de horizontalidad y de diálogo. La actividad se llama Diálogos Cruzados y se enmarca en el ciclo de presentación de la traducción al francés de la última novela de Camila Sosa Villada, que es un poco una de nuestras invitadas, pero la hemos querido llamar bajo el nombre de Diálogos Cruzados. Este título refleja la intención de, como os decíamos, hacer un esfuerzo de horizontalidad y de diálogo. ¿Y en qué consiste? Pedimos a nuestros invitados su ayuda para avanzar en las colaboraciones, para establecer partenariados, para definir el proyecto. Pedimos a nuestros invitados que, además de venir aquí a hablar desde su posición de escritora, en este caso, hablen también desde su posición de lectora. Construimos un espacio más íntimo, o eso es al menos lo que intentamos. Queremos construir un espacio más emocional, quizás, donde puedan dialogar autores, autoras con creadores y creadoras franceses. Antes de continuar hablando del acto de hoy, que es un poco para lo que habéis venido, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria en la que os vamos a anunciar lo que vais a tener los próximos meses. Continuando el espíritu de este programa, continuando un poco esta aproximación más emocional y más íntima, recibiremos en el mes de octubre al autor Enrique Vila-Matas. Tenéis por ahí anunciado con quién se va a sentar, pero podemos hacer una apuesta que no sabéis por qué ha decidido sentarse con la persona que se quiere sentar. Enrique Vila-Matas será autor del mes. Tendremos un programa durante el mes de octubre en torno a su obra. También hemos creado un diálogo musical con un concierto que es producido en colaboración con la Embajada de España, cuyo agregado cultural entra por la puerta, sin tener silla, en el que juntaremos a Coque Maya, que todos conocemos, con Valeria Castro, que ayer fue nominada a un Grammy Latino. El concierto tendrá lugar en el Café Ladans y recibiréis un poco la información. Una de las actrices más queridas del cine español, Carmen Maura, abrirá o retomará los ciclos de cine de los lunes. Comenzaremos con un ciclo de comedias que será inaugurado con Carmen Maura, que nos hablará de La Comunidad, de la película que ella protagonizó. Volvemos al acto de hoy. Decíamos que nos complace arrancar nuestra temporada con este encuentro. Este encuentro celebra la traducción al francés de la última obra de Camila. La traducción ha sido editada en francés por la editorial Metelier. Contamos con la presencia de Matías Rodríguez Galvis, directora editorial, y nos acompaña también Madame Metelier, que además de socióloga y editora, es fundadora de la editorial Metelier y probablemente uno de los espíritus más refinados de Francia no acabo la frase, no. Voy a hacer un poco la pelota, pero no tanto. Para las letras españolas, es que no me dejas acabar la clase. Como atestigua la selección de la editorial. Y un español perfecto, bastante mejor que el mío, por cierto. Produce cierto pudor presentar a las invitadas, porque seguramente todas las conocéis mejor que nosotros, pero tenemos que hacerlo. Tenemos el placer de dar la bienvenida a Camila Sosa Villada, actriz y escritora argentina, que publicó su primera novela en 2019, Las Malas, que fue ampliamente traducida. Recibió el elogio de la crítica y el entusiasmo del público.
y le valió, entre otros, los premios Sor Juana Inés de la Cruz y el Prix de la Héroïne de Madame Figaro. Parece ser que el mismo año escribió una primera versión de Tesis para una domesticación, que nos contará por qué no le gustó y la tiró, hizo otra, y que es la segunda obra que ahora se presenta en francés. Imagino que lo habéis visto, tenéis los ejemplares de las obras en francés de las dos autoras abajo. Delphine de Vigan, que además de una generosidad extrema que muestra presentándose y prestándose a esta experimentación con nosotros, porque realmente pues, no sé ni lo que entendió de la propuesta, pero bueno, la tenemos aquí. Es novelista y directora de cine. Recibió, entre otros, el Goncourt de Lycée y el Renaudot. Su última novela, Les enfants sont rois, Los reyes de la casa, editado en español por Anagrama, ha sido adaptada para una serie que se estrenará, pues yo creo que ya. Es sin duda una de las autoras francesas más leídas y más seguidas en España y en Argentina, aparentemente, si tenemos que creer a Camila. Camila Thomine, que es un poco como Camila, pero en francés, es periodista y crítica literaria, escribe a menudo para Lire Magazine Littéraire, desarrolla documentales y muestra un arrojo casi taurino por atreverse a mediar en esto que solo pretende ser un café entre amigas. Un café entre amigas no es poca cosa. Camila probablemente hubiera preferido un mate, pero el café no. Ahora luego hablamos de eso. Bueno, Camila, digo yo, y luego ya me puede contradecir, hubiera preferido un mate, pero el café es una cosa muy importante para España. Es tan importante que nuestro sistema político actual se basó en una frase que dijo el ministro, no había nacido, ministro Manuel Clavero en el 77, que hizo bastante tradición, que fue café para todos. Para nosotros es una cosa muy seria, casi más que una conferencia. Estamos muy felices de inaugurar esta ronda de café con estas dos referentes de las letras y de la existencia. Bienvenidas a vuestra casa. Y muchas gracias por haber venido. Bonsoir à tous. C'est le micro. Et ce petit objet qui va vous permettre aussi d'entendre la traduction ce soir. Je vous salue à mon tour. Je remercie évidemment Camilla Safinada, Delphine de Vigan d'être invitée pour cette rencontre. Et je remercie bien sûr l'Institut Cervantes qui nous reçoit, Eduardo Navarro pour cette présentation et pour son invitation. Et je remercie aussi Pascal Fougère et Gisèle Effron qui vont justement assurer l'interprétation qui va nous permettre de poser plus de questions parce que j'en ai beaucoup à poser à nos deux autrices ce soir. Camilla, vous êtes en ce moment dans une espèce de petite tournée française qui va vous mener... Perdón. Estoy escuchando en francés. Vous nous devez faire un petit point technique. Alors, je vous entends plus du tout, mais je compte sur vous pour faire suffisamment de bruit si nécessaire. Donc Camilla, je disais que vous êtes là au cœur d'une petite tournée en France. Vous allez aller à Lyon, je crois, vous êtes allé à Nancy, vous étiez à la Maison de la Poésie il y a quelques jours. Et donc ce soir, c'est un format un peu particulier, un peu original, puisque Eduardo vous a demandé de choisir un écrivain française, et vous avez choisi Delphine de Vigan. Alors peut-être rappeler simplement en quelques mots, Camilla, que vous êtes d'abord connaître avec des pièces de théâtre et des pièces de cabaret qui ont un très grand succès en Argentine, puisque vous êtes comédienne et chanteuse également. Vous avez joué dans des séries, dans des films. Et vous avez donc fait cette entrée fracassante sur la scène littéraire mondiale avec un premier roman, Les Vilaines, traduit sous le titre Les Vilaines en français, qui a été traduit dans plus de 20 langues en 2019. Et c'est un livre qui est un livre d'inspiration autobiographique, mais ça va bien au-delà de ça, sur un groupe de prostituées trans qui évolue sur la place Arquito à Cordoba.
C'est un livre qui a été remarquablement traduit en français par Laura Alcoba aux éditions Métayer, et dans lequel vous revenez aussi sur votre enfance, sur la découverte de votre transidentité et sur la réaction de vos parents à cette enfance-là. Et aujourd'hui, vous nous revenez avec un autre livre, Histoire d'une domestication, où vous vous livrez cette fois-ci à l'anatomie d'un couple. Elle est donc une très célèbre comédienne, la plus célèbre comédienne trans d'Argentine. Lui est un riche avocat gay, jusque-là n'aimait que les hommes. Et ensemble, ils vont sauter le pas du mariage, puis de l'adoption, pour le meilleur, mais surtout pour le pire, on va évidemment en parler. Et avec ces deux romans et les quelques mots que je viens de dire, je crois qu'on voit déjà se dessiner quelques échos possibles avec les livres de Delphine de Vigan, des livres que vous écrivez depuis plus de 20 ans, Delphine. La question de la famille, par exemple, qui traverse, je crois, absolument tous vos livres. On pense évidemment à Rien ne s'oppose à la nuit, qui a eu énormément de succès en 2011 et beaucoup de prix littéraires également. Mais c'est un thème de la famille qui traverse tous vos livres, et juste le dernier, Les enfants sont rois, qui est sorti en 2021 chez Gallimard. Je pense aussi à la question des sentiments contradictoires, que vous explorez aussi, les sentiments contradictoires qui fondent nos relations. Et vous avez exploré en particulier dans deux livres qui forment un cycle, un début de cycle, Les loyautés et les gratitudes, qui sont des livres que Camilla a lus et beaucoup appréciés. On en parlait tout à l'heure en off. Et je pense aussi, par exemple, un autre écho possible à cette sorte de porosité entre la fiction et la réalité, qui est aussi un fil rouge, je crois, de votre travail à toutes les deux. Et on a pu découvrir chez vous Delphine de Vigan, par exemple, dans un livre qui s'appelle D'après une histoire vraie, là aussi, très Goncourt les lycéens, et qu'on retrouve à nouveau dans Les enfants sont rois, puisque Les enfants sont rois, ce dernier roman, c'est l'histoire de la disparition d'une petite fille qui est un enfant star, une petite influenceuse des réseaux sociaux, puisque sa mère exploite un peu ses talents et son charme en postant des vidéos sur YouTube. Voilà pour quelques pistes peut-être du sommaire des thèmes que je voudrais aborder ce soir avec vous deux. Mais peut-être avant de commencer cette conversation, une question très simple sur la découverte de l'une par l'autre. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous vous êtes lus mutuellement et de la première impression de lecture que vous avez lue? Ah, sí, se le conté recién a Delphine, fue Las Lealtades. Me lo recomendó una amiga escritora también. Espera, que no está. A ver si. No, c'est le canal 1. Ah, c'est pour ça, on passe sur le. C'est le qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, sur le 12, c'est ça. Eduardo, por favor. Oh, là, c'est super. Faut ça. Je vais vous en chercher un autre, parce qu'il fait deux. A ver, ahora. ¿Sí? Lo recomendó una amiga escritora. Me dijo, esto es un libro. Y eso me pareció bastante fuerte, además, que alguien me dijera, esto es un libro. Lo leí, supongo que en una tarde, me tiré en la cama a leerlo y quedé una semana entera tirada, triste, sin poder superar la historia. En ese momento estaba en pareja y mi ex estaba muy enojado conmigo porque no podía creer que un libro me afectara tanto. Ese fue el primero. Después seguí con Nada se pone en la noche, después con Las Gratitudes. Nada se pone en la noche me pareció una genialidad, bueno, una genialidad de investigación y literaria, pero Las Gratitudes me parece uno de los libros más inteligentes que he leído hasta ahora, de una inteligencia, bueno, superior, no sé, de una habilidad literaria enorme. Esa es
impresión de Delfín. Y después seguí leyendo todos los libros que se editaban en Argentina de ella. Y los que no se editaban en Argentina me los compraba en España y me los llevaba para allá. Pero lo más lindo de esto es... yo, cuando escribo un libro, siempre pienso si le va a gustar a mi mamá o no. Ella es mi termómetro para saber si estoy escribiendo una estupidez o estoy escribiendo algo leíble. Y dije, este tipo de libros es el libro que le puede llegar a gustar a mi mamá, y se lo pasé, y es una fan absoluta de Delfín Brigán. De todos los libros que escribe, los termino de leer y se los mando al pueblo para que los lea ella. Es una fan. Passion de famille, on va parler de la famille justement. Delphine, peut-être vous aussi vous pourriez dire un mot de votre découverte de Camilla. Oui, bien sûr, c'est une découverte relativement récente, je dois l'avouer, parce que j'avais vu passer Les Vilaines au moment où il est apparu, et j'avais entendu parler du roman parce qu'effectivement il a été très très bien accueilli en France, mais je ne l'avais pas lu, c'est vrai que voilà, on ne peut pas tout lire. Grâce à vrai dire, à une journaliste, je pense, qui a interviewé Camilla en mois de mai, une journaliste de Madame qui s'appelle Mitra Nui et qui est d'ailleurs elle-même écrivaine. Elle m'a envoyé un petit message en me disant j'ai interviewé une écrivaine argentine formidable qui a parlé de vous, etc. Elle m'apprécie, elle aime beaucoup votre travail. Est-ce que ça vous intéresse de la lire? Et donc elle m'a mise en contact avec une personne chez Mételli qui m'a envoyé l'histoire d'une domestication. Je dois dire que je reçois beaucoup de livres et malheureusement je ne peux pas tous les lire. Et celui-là, je ne sais pas, parfois c'est comme ça, il y a quelque chose qui m'a vraiment tout de suite interpellée. Et dès que je l'ai reçu, je l'ai lu assez rapidement. J'ai été très impressionnée par ce texte, par la manière dont Camilla décrit les relations en fait, entre les personnages. L'ambivalence des relations, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi dans mon travail. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment particulièrement fort, cette tentative de couple, cette manière de faire couple, cette manière d'essayer de faire famille, tout ce qu'il y a, la relation aussi avec les parents de la comédienne, donc c'est le personnage principal. Tout ça m'a énormément à la fois touchée et intellectuellement beaucoup stimulée en fait. Et c'est pas si fréquent finalement, parfois on peut être bouleversé par un texte qui vous remue pas forcément les méninges. Mais là en l'occurrence, j'ai beaucoup apprécié que ce soit les deux. Et voilà, et j'ai fait part de cet enthousiasme à Marie Voisin, qui s'appelle, je ne dis pas de bêtises. Donc, qui m'avait envoyé ce texte et qui m'a proposé de m'envoyer le premier roman de Camilla, et que j'ai eu aussi énormément de plaisir à lire, qui est très différent, mais qui est un très très beau texte aussi. Voilà. J'ai rattrapé mon retard et maintenant, je ne pense pas rater les romans de Camilla quand ils paraîtront en France. Je rebondis parce que vous nous parlez à l'instant de l'ambivalence justement au sein de ce couple dans l'histoire de la domestication. C'est effectivement très fort ce tiraillement des personnages toujours entre deux eaux. Il y a donc cette comédienne qui est Sélébrissime, qui est un personnage éminemment libre, indépendant, égoïste aussi en partie, et qui va finalement prendre la décision non seulement de se marier, mais ensuite d'adopter, et donc tomber dans une forme de piège, qui est d'abord un piège très confortable, très rassurant, mais ensuite bientôt étouffant aussi, de la domestication, ce que vous appelez la domestication. La domestication, c'est un mot très fort, c'est un mot assez négatif. Je ne sais pas si en espagnol, il y a aussi ce double sens, à la fois le domicile, le domestique, la maison, le foyer, mais aussi le domestique, bien sûr, l'asservissement, au sens de l'animal domestique aussi. Qu'est-ce que vous y mettez dans ce terme qui est un terme
encore une fois très fort. Es como una jaula de oro. Se dice que fueron los perros los que domesticaron. Los etólogos coinciden en que fueron los perros. Eduardo, por favor, resúmeme. Esa es la España que queremos. Decía que los etólogos coinciden en que fueron los perros los que domesticaron a los hombres. Mira qué fuerte, qué curioso. Eso por un lado. Por el otro, se dice que la domesticación empieza por quitar territorio, por comenzar a encajonar o a encerrar a una especie hasta dejarla sin territorio, sin libertad. Así que es una connotación absolutamente negativa. Luego está Ay, por Dios, el fantasma de Cervantes. Luego está mi percepción sobre las travestis, sobre las mujeres trans como animales y lo difícil que ha sido asimilarnos para el sistema. Intentan todavía hacerlo y les cuesta, o al menos conmigo todavía está costando. Así que sí, era una manera de hablar sobre cómo se le quita el brillo y el color a una persona que es salvaje, que es libre, que puede mostrar los dientes todavía cuando la atacan. Définitivement, je me disais que cette ambivalence de la domestication, parce qu'au départ, vous dites que c'est très négatif, mais au départ, si la comédienne se jette à faire perdre dans cette relation, c'est parce que ça lui paraît très attirant, c'est une passion folle, et au départ, l'envie est extrêmement forte, elle prend le dessus sur les risques et peut-être les avertissements aussi de son entourage. Et cette ambivalence-là, on la retrouve, je crois, dans des livres comme Les Loyautés, où là aussi, on dit bien, dès le début du livre, que les loyautés qu'on peut avoir, c'est à la fois des aides et des carcans. Les personnages dans les loyautés, c'est des loyautés d'une femme envers son mari, d'un fils envers ses parents, d'un ami envers son ami, etc. Et la loyauté, on peut dire que c'est un sentiment très très noble, mais en réalité, vous montrez aussi que ça peut être une entrave. D'où est-ce qu'elle vient cette ambiguïté de nos relations domestiques aussi, mais au sens de privé cette fois-ci. Bon, je crois que ça fait vraiment partie de ce que nous sommes, êtres humains. Les choses ne sont jamais noires ou blanches. C'est vrai que dans les loyautés, ce qui m'intéressait, on a cette idée un peu noble de la loyauté, à juste titre, parce que par moments, on a besoin de ça aussi pour pouvoir se regarder dans le miroir. Mais en l'occurrence, j'avais vraiment envie de m'intéresser à ces moments, en effet, où, notamment d'ailleurs le jeune garçon dont il est question, on peut être enfermé dans un conflit de loyauté. Ce qui m'intéressait dans les loyautés, c'est vraiment d'explorer, et d'une manière générale, peut-être dans mon travail, ce qui fait de nous des êtres humains, et par définition, habités, traversés de pulsions, de désirs contradictoires. Et c'est ce que j'ai cru retrouver, mais évidemment, ma lecture est forcément un peu subjective, mais c'est ce que j'ai cru retrouver dans l'histoire d'une domestication, c'est qu'il me semble, peut-être que je me trompe, et puis n'hésite pas à le dire si c'est le cas, il me semble que ce personnage de la comédienne, à un moment donné, elle a aussi ce désir de conformité, de conformisme, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qui a aussi un modèle, malgré tout, de couple et de famille qui est encore extrêmement fort, qui est encore très dominant, bien sûr qu'il y a beaucoup d'alternatives possibles, mais que pour l'instant, elle
reste assez marginal, et qu'à un moment donné, aussi dans cette passion que tu évoques, Camille, dans la passion qu'elle a pour cet homme, il y a à un moment donné un désir de faire entre guillemets comme tout le monde, je ne sais pas, qui est à la fois qui est aussi une pulsion de vie en tout cas, et qui peut-être après va l'enfermer, bien sûr. Oui, de faire comme tout le monde, et peut-être de faire aussi selon le désir des parents, ou ce qu'elle croit être le désir des parents. Moi, je pensais, après ce que tu disais, Delphine, à ce passage très fort du monologue de la mère, qui explique qu'elle est extrêmement touchée, que sa fille, comédienne, se conforme à une forme de normalité, de faire comme tout le monde, justement, pour rassurer ses parents, pour les apaiser, que jamais personne n'a fait ce geste pour elle. Donc oui, il y a ce désir aussi de conformisme dont on est tous un peu victimes. Sí, primero pienso que la pasión es inexplicable, que el deseo de una pasión, el sentimiento apasionado por otra persona no se puede domesticar. Es otra cosa lo que comienza a ajustar ciertos tornillos en esa relación, que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con el deseo de sus padres también, que tiene que ver con huir de la pasión que siente por su hermano, que termina casi volviéndola loca. Yo la interpreté en el cine y me daba la sensación de que era muy peligroso ese vínculo con el medio hermano. Luego está que una trata de conformar a sus padres siempre, una trata de ser una buena hija, incluso siendo rebelde, incluso siendo salvaje. Es hermano. Una trata de hacerlos felices, o al menos es mi caso, tratar de hacerlos felices. En mi caso es la escritura, en mi caso es la actuación. En el caso de la actriz, forman una familia, traerle sus nietos, que curiosamente es un reclamo que me hace mi madre constantemente, y indirectamente además, es decir, nunca voy a tener un nieto, nunca me vas a dar un nieto. Mais ça, c'est dans toutes les familles, je crois. Justement, vous nous parlez de la famille, de ces injonctions familiales, du fait qu'on revient toujours à ses parents, au désir de ses parents. La famille, c'est évidemment aussi un thème qui vous rassemble. Dans les vilaines, déjà, vous inventez ces personnages de trans qui, pour la plupart, étaient coupés de leur famille originelle et qui vont ensemble essayer de refaire, de réinventer une famille autour d'un personnage merveilleux qui est la tante Encarna, qui est un peu leur mère à tous. Et à tous, pardon, et autour aussi de ce bébé abandonné qu'elles ont trouvé par leur manteau et qu'elles vont élever ensemble. Et la famille, on a trouvé évidemment dans tout le livre, je le disais, depuis le tout premier jusqu'au tout dernier. Pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi inépuisable et aussi inévitable en littérature et en tout cas pour chacune d'entre vous? Para mí porque es el primer contacto con la locura que tenemos, y la locura es la fuente inagotable de cualquier... Abrilo, Roberto. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Ok. Yo creo que la locura es la fuente inagotable de la escritura. Y la familia es el primer contacto que tenemos con la locura. La famille, c'est le premier contact qu'on a avec la folie. Sí, lo creo.
Pero también, ¿sabes que me gustaría agregar algo respecto a las malas, a Lilian? Vos decís que ellas intentan hacer una familia y es justamente en ese libro es un término que a mí me parece que no le cabe, que ellos lo que hacen es una alianza, que es diferente a una familia. Y esa podría ser una buena alternativa para esta especie de institución que fracasó, que demostró ser un fracaso para todas nosotras, supongo, para todos los que estamos presentes acá. Ellas lo que intentan hacer es otra cosa que es casi política, que es estar unidas cuando aparece un enemigo, cuando hay una situación peligrosa, cuando hay alguien que está en una situación vulnerable, pero pueden abandonarse, pueden irse, pueden desaparecer cuando tienen ganas. Eso no sé si se puede hacer en una familia. Oui, vous avez ces phrases très belles aussi et très justes, je crois, sur le rôle que jouent les trans dans la société et à quel point elles sont les mères, les sœurs, tout le monde, les mères, les sœurs de celles et ceux qu'on a abandonnés. Donc justement, c'est plus une alliance effectivement que la famille au sens normatif tel qu'on l'entend habituellement. L'idée que la famille est le premier contact avec la folie, vous parlez de film vivant aussi, pourquoi c'est un thème aussi central dans le genre? Alors, je ne sais pas, je ne dirais pas forcément que c'est un thème central, peut-être plus l'enfance, mais je vais réfléchir néanmoins. C'est vrai que je me suis rendu compte, parce que là maintenant j'ai publié une dizaine de romans, que l'enfance c'était quelque chose, j'y revenais souvent, malgré moi, sous des formes très différentes, dans des romans très différents, mais ils sont très différents les uns des autres, et que peut-être il y avait quelque chose malgré tout, comme ça, comme un aimant auquel je revenais, sans doute avec cette idée, parce qu'il m'intéresse, c'est finalement ce qui subsiste de l'enfant que nous avons été dans les adultes que nous sommes devenus, que nous tentons d'être. Et quelque part, plus j'avance en âge, plus j'ai le sentiment que c'est quelque chose dont on ne se débarrasse pas. Je pense que quand j'avais 20 ans, j'avais cette idée que devenir adulte, précisément, ça consistait à se débarrasser d'une manière ou d'une autre, plus ou moins violente, pour ma part, elle a été assez violente, de l'enfant que nous avions été. Et petit à petit, j'ai grandi, j'ai vieilli, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était absolument impossible. Et ça me frappe beaucoup de voir parmi les gens que j'aime, que je côtoie, qu'il reste vraiment toujours quelque chose de l'enfant qu'ils ont été, qu'il y a quand même une empreinte en chacun de nous. Bien sûr, c'est le monde de la psychanalyse, etc., mais qui est à proprement parler indélébile. Et ça continue de m'intéresser. D'ailleurs, on est connu des familles plus ou moins dysfonctionnelles, parce que finalement, elles n'ont pas besoin d'être pour nous marquer. Voilà, et c'est, me semble-t-il, un thème littéraire absolument inépuisable. En tout cas, que pour ma part, je ne l'ai sans doute pas encore fini d'explorer. Vous avez une phrase très belle que je vais mal redire, parce que je ne l'ai pas notée, mais je crois que c'est dans D'après une histoire vraie, vous écrivez qu'on ne se défait jamais du regard qu'on a porté sur nos enfants, comme si voilà, on était déterminés, mais c'est par le premier regard, celui des parents en général, qu'on pose sur nous. Et je m'arrête là-dessus parce que je crois qu'il y a une figure familiale qui est particulièrement centrale dans vos livres à toutes les deux, c'est celle de la mère. Les mères, qu'elles soient imposées ou choisies d'ailleurs, parce que dans vos livres d'Achille Médigan, il y a évidemment votre mère vers laquelle vous adressez ce livre Rien ne s'oppose à la nuit, mais il y en a eu bien d'autres depuis. Cette mère de substitution
prostitution, mais aussi que ce serait peut-être Michia Selt, donc cette vieille femme qui est dans un EHPAD dans les gratitudes. Il y a cette mère très ambivalente dont les enfants sont rois, qui fait de ses enfants des enfants stars sur YouTube, comme si vous en aviez jamais fini d'interroger cette place. Et chez vous aussi, Camilla, le thème de la maternité résonne très très fort. Donc, cet enfant élevé par cette alliance de trans et qui ensuite parle à travers la question de l'adoption de ce couple qui décide d'adopter un enfant alors même que la comédienne pensait ne jamais vouloir d'enfant. Je voulais vous interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que ces figures maternelles imposées ou choisies sont aussi centrales? Bueno, en mi caso sí, la familia es el primer contacto con la locura, la madre es el primer contacto con la insanidad, con lo malsano. Los primeros recuerdos que yo tengo de mi mamá son muy contradictorios. Es todas las luces de la casa apagadas, ella con una botella de vino sentada esperando que suene el teléfono y una brasa de cigarrillo que se prendía, se hacía más grande y desaparecía y podía estar ahí hasta las 3, 4 de la mañana esperando que mi papá la llamara por teléfono y celebrando que él volviera después de estar meses con su otra familia, con la familia por la que nos había abandonado. Y el otro recuerdo que tengo es el de ella decir, esto no me va a vencer, esto no me va a ganar. Entonces, hacer en Argentina, no sé si acá conocen lo que son los alfajores. Es una especie de macarrón, como los macarrones, que se hacen con maicena, con harina de maíz y dulce de leche, que debería ser como... bueno, el dulce de leche es un dulce que se hace con leche espeso, marrón. Y haciendo dulce de leche para poder sobrevivir al abandono, que era también económico, de mi papá, para poder comprarme zapatillas, el guardapolvo, el uniforme para ir a la escuela. Esa contradicción tan poderosa sigue escribiéndose hasta el día de hoy y me parece que no va a terminar nunca de escribirse porque no tuvo solución, no tiene solución la insanidad de una mujer abandonada en el medio del monte, tratando de sobrevivir sin la posibilidad de pensar que podía irse, que podía abandonarlo todo, que se podía mudar a otra provincia. Yo tengo el recuerdo de decirle, mami, vámonos, nos vayamos a vivir a otro lado. Y ella, no, tenemos que esperar a tu padre. Mirá si habrá sido insano y doloroso para un niño como era en ese momento escuchar a una madre rendirse así a un tipo que la golpeaba, que no le quería, que le engañaba, que le golpeaba a su hijo. Y la única forma de hablar dignamente sobre eso, sin tener autoconmiseración, sin tener pena por mí misma, es escribiéndolos. De otra forma, lo único que hago es llorar. Place de la mer dans c'est très fort ce que disait oui, j'aurais du mal à analyser moi-même la place de la mer dans mes romans. Je peux parler de la place qu'occupe le personnage que j'ai fabriqué dans Rien ne se pose à la nuit, dont d'ailleurs j'ai souvent dit que ça n'était pas ma mère, que c'était une mère de papier, une mère voilà,
une sorte de souvenir que j'avais fabriqué. C'est important parce que c'est pour ça aussi que ça n'est pas le prénom de ma mère, ça n'est pas peut-être une erreur que j'ai commise, c'est que ça a été le vrai visage de ma mère en revanche sur la couverture. Si c'était à refaire, je ne suis pas sûre que je le ferais, même si ça a grandement contribué au succès du roman. C'est ce très beau visage de ma mère sur la couverture. Mais voilà, c'était une tentative pour m'approcher d'elle, m'approcher du souvenir que j'avais d'elle. Et cette tentative, je savais dès le départ qu'elle serait vaine, c'est-à-dire que l'écriture ne me permettrait pas vraiment de raconter sa douleur, de m'approcher d'elle. Que ça resterait, j'espère que c'est un hommage, que c'est une déclaration d'amour, mais voilà, je n'aime pas dire que c'est ma mère dans ce roman, c'est le personnage de Lucille qui est probablement ce que j'ai réussi à fabriquer d'elle quelques temps après sa mort. Et peut-être que si j'écrivais ce texte aujourd'hui, je l'écrirais différemment. Et d'ailleurs, d'avoir pris conscience de ça, de ce que ça représentait, écrire quelque chose comme ça, écrire sur sa famille, écrire à partir de personnes qui ont réellement existé. D'ailleurs, je le disais dans le roman, j'écris sur ma mère, j'écris elle-même à partir de ma mère, j'écris ma mère d'une certaine manière. Ça n'est pas rien, c'est-à-dire que ça n'est pas. C'est quelque chose d'extrêmement intense évidemment pour celui ou celle qui écrit, mais aussi d'extrêmement intense pour la famille, pour ceux qui vont recevoir ce roman. À quel point justement il est difficile de revendiquer cet écart peut-être entre le réel et la fiction, en tout cas cette idée que dès lors qu'on écrit, on fabrique une forme de fiction, malgré soi. C'est-à-dire que moi j'ai essayé d'être au plus près de ce que je ressentais, de ce que j'arrivais à convoquer de ma mère, mais forcément c'était quelque chose d'extrêmement subjectif. J'ai écrit avec ma position de petite fille qui avait souffert de sa maladie, j'ai écrit avec ma position depuis ma position de jeune femme qui peut-être a mieux compris ce qu'elle avait traversé. J'ai écrit depuis ma position de mère qui, là aussi, sans doute, je me suis rapprochée d'elle à ce moment-là. Mais tout ça formait une sorte de figure maternelle extrêmement subjective, je ne peux pas le dire autrement. Je trouve, enfin, pour ma part, il y a vraiment quelque chose d'infiniment plus confortable à être dans la fiction. J'admire quelque part les écrivains qui ont le courage le courage ou peut-être la folie d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de folie aussi là-dedans, il me semble, de remettre, de se remettre comme ça, de se remettre au travail et de nouveau attraper à bras-le-corps ce matériau autobiographique. Je trouve qu'il y a une grande jubilation à travailler le matériau autobiographique, à le faire de manière comme ça, sous forme de récit, mais qu'en même temps, les conséquences sont complexes. Et j'ai une certaine admiration pour celles et ceux qui continuent malgré tout de se remettre, de repartir au char. Il me semble que cette difficulté-là et cette ambiguïté-là, elle est au cœur aussi de votre livre d'après une histoire vraie. En tout cas, peut-être l'avidité des lecteurs suscitée par Rien se poser la nuit, qui ont voulu absolument délier le vrai du faux. Voilà, que votre mère soit son vrai visage en couverture. Je crois qu'il y avait une histoire aussi d'un reportage qui a été fait sur votre chaîne que vous citez. Les lecteurs qui ont poussé très très loin l'enquête. Et de la manière dont cette réception-là vous a un peu heurté, vous avez fait un livre
absolument génial, d'après J'espère vrai, où vous interrogez, je crois, justement notre désir de vérité. On a tous, je crois, cette habilité à savoir qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui ne l'est pas, et est-ce que la littérature se situe à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous vous méfiez malgré tout du récit de soi? Est-ce que vous essayez de tenir ça à distance? Déjà, d'une certaine manière, le récit de soi, enfin, cette idée qu'on peut se raconter de manière totale et pure, je n'y crois pas. Encore une fois, je pense que à la fois la mémoire et l'écriture sont deux formidables fabriques de fiction. Mais oui, je m'en méfie parce que moi-même, d'ailleurs, en tant que lectrice, je dois reconnaître qu'il m'arrive d'avoir cette curiosité de savoir ce qui est vrai. Et d'ailleurs, quand j'ai lu les 2 livres de Camilla, je me suis... ils m'ont passionnée aussi parce que je me suis demandé jusqu'où elle se livrait elle-même, jusqu'où ce qu'elle racontait de son enfance, de cette enfance que tu as évoquée, jusqu'où c'était vrai. Je me disais, oh là là, si c'est vrai, c'est courageux. Et alors, comment pensaient ses parents du livre? Parce que forcément, j'ai pensé à ça. Et pareil, dans l'histoire d'une domestication, je ne te connaissais pas, moi je ne savais pas si... je me suis dit peut-être que c'est vrai qu'elle a rencontré cet homme, je savais que tu étais comédienne, ça pouvait très bien être un matériau purement autobiographique. Et je me suis dit, peut-être elle a eu cette passion avec cet homme, ils ont adopté un enfant, peut-être tout ça est vrai. Et donc on a toujours cette curiosité. Et en même temps, bien sûr qu'à la fois en tant que lectrice et qu'en tant qu'écrivaine, je sais bien que le récit, d'une certaine manière, ne suffit pas à fabriquer de la littérature. Et que... on a tous lu, il y a un récit qui ont éventuellement le mérite, l'intérêt du témoignage, mais qui ne font pas pour autant de la littérature. Et qu'au fond, parfois pour essayer de me simplifier les choses à moi-même et ne pas trop me tourmenter avec ça, je me dis ce qui est important, au fond, c'est de travailler le langage, c'est d'essayer de fabriquer de la littérature et peu importe le matériau qu'on malaxe, j'ai envie de te dire, et de toute façon, il est éminemment autobiographique, même quand on écrit de la fiction, on écrit voilà, à partir de soi, à partir de ce qu'on ressent, à partir de ce qu'on a observé. Le reste, finalement, n'est pas tellement important. Camilla, c'est vrai que vos livres ont été beaucoup présentés sous l'angle autobiographique, en tout cas comme étant d'inspiration autobiographique, venant de votre propre expérience, les viennent de votre expérience de la prostitution, de votre enfance, et l'histoire d'une domestication, de votre expérience de la scène, du théâtre. Mais en même temps, je crois que vous jouez beaucoup. Vous aussi, avec ces faux semblants, avec cette frontière un peu poreuse entre la fiction et la réalité, vous vous en amusez. Et je crois que c'est pas anodin d'avoir choisi d'ailleurs l'univers du théâtre dans l'histoire d'une domestication, puisque le théâtre, c'est l'univers des feintes, du jeu, du double langage. Où est-ce que vous situez ce jeu justement entre fiction, authenticité, besoin de vérité du lecteur, qui nous permet à définir. Mientras escuchaba del film me acordaba cuando Marguerite Duras escribió Un dique sobre el Pacífico y se lo mostró a la madre le dijo podrías haber esperado que muriera. Mi mamá cuando leyó Las malas me dijo, yo no sabía que había vivido tanto. Y cuando leyó Tesis sobre una domesticación, me dijo, no lo puedo leer porque te imagino constantemente a vos. Y me da vergüenza imaginarte conmigo. Y específicamente para responderte la pregunta, no es un tema que me preocupe. Me preocupó en su momento cuando salió Las malas, porque tenía la paranoia
de que la gente no me estaba considerando como una escritora, estaban considerando que yo era una chapucera que había usado mi vida para hacer un éxito literario, ¿no? Y quiero ser sincera con ustedes, con Delfín sobre todo, porque la admiro. En las malas, todo lo que sucede en el parque es un invento, es algo que se me ocurrió porque estaba ahí y me parecía que era una buena historia que se encontraran un bebé abandonado y se lo llevaran en una cartera. Lo que sí es verdadero, línea por línea, es todo lo que le pasa a esa criatura, todo lo que le pasa a esa mujer y todo lo que le pasa a ese hombre. Y no fue una idea mía, fue una idea del editor. Él fue empujándome para que yo hablara sobre eso. Él decía que era necesario dar un contexto a los lectores que desconocían el mundo de las travestis. Y tesis, que no tiene absolutamente nada que ver con mi vida. Yo no logré tener ese éxito como actriz ni de cerca, ni tuve un marido, ni se me ocurrió adoptar un perro, ni un potus, ni una planta, ni una buena conducta, nada. Sin embargo, esa actriz es exactamente como soy yo y ve el mundo exactamente como lo veo yo y no tolera el amor como no lo tolero yo y seguramente me lo escribí como una advertencia, como una manera de decirme tener cuidado con las elecciones que tomas cuando aparezca un tipo guapo en tu vida. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas du genre à vous laisser domestiquer comme cette comédienne. Je disais tout à l'heure, ma mère était un peu choquée par sa lecture du livre, mais vous imaginera d'autant mieux que ce livre a donné lieu à un film. Au départ, je crois que vous l'avez écrit comme un scénario de film qui va sortir l'année prochaine. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que pendant, si j'ai bien compris, pendant le tournage de ce film, vous avez eu l'envie de revenir dans ce livre et de le réécrire. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé, pourquoi vous avez ressenti ce besoin et quelle expérience c'est de passer de l'écriture du scénario à l'écriture du roman du l'inverse, quels allers-retours, qu'est-ce qu'apporte à l'écriture ces allers-retours? Sí, en verdad no fue durante el rodaje, fue antes. Yo comencé a reeditar la novela antes de comenzar a hacer el guión, porque me había propuesto volver a editar esa novela y yo la había escrito en unos 6 meses más o menos. Me parecía que había sido un tiempo apresurado, que había vínculos que había que profundizar, como el vínculo de la actriz con el hermano o el vínculo de la actriz con el director de La Voz Humana. Pero entre otras razones por las que acepté protagonizar la película, además de Poncho Herrera, además del actor tan guapo que hace del abogado, y esta fantasía de que vamos a terminar siendo una pareja, fue experimentar algo así como un periodismo gonzo. Fue ir al set a ver qué hacen verdaderamente con las actrices en el cine. Y lo que descubrí fue terrible, fue horrible. Recién se mencionó a Carmen Maura, que siempre quedó lastimada con Almodóvar, y una dice, bueno, pero esa actriz, las actrices siempre son locas, siempre dimensionan de más las cosas que les suceden, etcétera, etcétera. No, verdaderamente se les comen. Ser actriz es ser una mártir, sobre todo en el cine. C'est curieux que vous disiez ça parce que je voulais aussi vous interroger l'une et l'autre sur ce thème de la célébrité, justement ce que c'est d'être exposé comme la comédienne dans ce livre, mais comme vous l'avez dit vous-même avec le succès énorme des Vilaines et auparavant de votre
la reine, votre pièce de théâtre. Delphine Briand, c'est aussi un sujet qui vous occupe, la célébrité et pas de ses risques. Et je crois que c'est probablement assez lié aussi à la manière dont vous avez été tout à fait très exposé, surtout après Rien de s'opposer à la nuit. Mais c'est un thème qu'on retrouve dans Les enfants sont rois, bien sûr, avec ces enfants qui sont un peu jetés en pâture, tous les youtubeurs et toutes les personnes qui regardent les vidéos de ces deux enfants qui mettent en scène leur quotidien, par l'intermédiaire de leur mère. Comment est-ce que vous avez vécu l'une et l'autre cette exposition soudaine? Pour moi, c'est pas vraiment, dans Les enfants sont rois, c'est pas tant d'ailleurs le thème de la célébrité, en tout cas je ne le relierai pas à mon éventuelle célébrité qui est malgré tout assez active, mais plus ce qui m'intéresse davantage c'est l'abus de pouvoir. C'est un thème qui traverse beaucoup mon travail et notamment comment en effet des parents aujourd'hui utilisent leurs enfants pour satisfaire à la fois leur propre désir, probablement de célébrité, en tout cas d'être vu d'exposition, et éventuellement pour des raisons financières évidentes, puisque c'est une source énorme de revenus. On revient peut-être un peu à ce qu'on évoquait au début, c'est-à-dire ce qui se joue à l'intérieur des familles. Là aussi, c'est de nouveau pour moi quelque chose qui est de l'ordre de la famille peut être à la fois, je l'espère, un lieu d'épanouissement, mais aussi un lieu de destruction et de violence extrêmement silencieuse. Et en l'occurrence, ce qui m'intéressait vraiment dans le roman, c'était d'essayer de comprendre par quel mécanisme, ou qu'est-ce qu'on se raconte aussi quand on est parent, pour rendre acceptable cette idée de mettre son enfant devant une caméra tous les jours, et parfois plusieurs heures par jour, et d'en tirer profit. Donc voilà. En ce qui concerne ma propre exposition, elle est... je l'ai vécu bien, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire que pour un écrivain, l'important c'est d'être lu et quelque part rencontrer un succès comme celui que j'ai eu la chance de connaître avec Rien ne s'opposer à la nuit ou d'après une histoire vraie et par la suite, ça veut dire surtout beaucoup de gens qui vous lisent et ça c'est formidable, c'est une très grande chance et c'est évidemment une très grande joie. Voilà, ce qui était plus compliqué, c'est que ça se produise avec ce livre, Rien ne s'oppose à la nuit, qui était si personnel et qui, encore une fois, mettait en jeu un matériau à la fois aussi biographique et aussi explosif. Et donc, ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette idée que les lecteurs s'emparent de ça et veulent absolument savoir ce qui est vrai, jusqu'où c'est vrai, retrouver les traces. Maintenant, aujourd'hui, on peut le faire sur Internet de ma vraie famille, et non pas de cette famille que j'avais refabriquée dans le roman. Ça, oui, ça a été un peu compliqué parce que j'ai dû traverser à la fois par... une grande joie d'avoir écrit ce livre, et je crois que si c'était à refaire, je le referais. Et en même temps, une forme de culpabilité, donc de me trouver comme ça, le succès, il me renvoyait finalement à l'ambivalence de mes propres sentiments. Maintenant, la célébrité d'une écrivaine ou d'un écrivain, il ne faut pas trop se leurrer, elle n'a rien à voir aujourd'hui avec celle d'un youtubeur. Donc, si vous voulez, moi, ça va, je dis très bien. Je pense qu'on ne se pose pas tout à fait les mêmes questions. Quelle image vous pourriez réagir vous aussi sur cette exposition sur la célébrité? Est-ce que vous avez aussi... vous en réjouissez avant tout, ou est-ce qu'il y a des moments difficiles avec ce livre qui est un succès mondial qui gagne? En realidad lo que a mí me gusta es el dinero, ¿no? Esto es del fin, mientras más nos lean, más dinero nos llega. Eso
sí me interesa. El hecho de que gente que no conoces se acerque y te diga, bueno, me cambiaste la vida, o gracias a tu libro, no sé, ayer una chica decía, yo transicioné después de leer Las Malas, para mí fue el empujón que necesitaba para poder transicionar. No sé cómo recibirlo, no sé qué se hace con eso. En Argentina, por ejemplo, no sé, el otro día estábamos en un bar tomando algo acá en París y entró una argentina. Y la verdad que me da mucha vergüenza. Me da muchísima vergüenza y no sé recibir ese afecto. Es una ingratitud total de mi parte, una impotencia total y una desinteligencia, porque lo que la gente elogia es que la gente famosa sea humilde y no quiero parecer antipática, no quiero parecer desagradecida por mis lectores, ni mucho menos, pero me paraliza. No lo sé recibir. Después está el tema del, no sé, siempre estoy cuidando de que mi mamá no ponga fotos, no ponga la localización donde está cuando sube una foto en Instagram, que no vaya a poner, que no se ponga demasiado porque hay un montón de gente que lo está mirando y me parece que están en peligro, que no sé si ellos sabrían lidiar, por ejemplo, si aparece un video mío íntimo, por ejemplo. O si aparece una foto mía teniendo relaciones sexuales, o ebria, o tomando cocaína en un bar. Entonces, bueno, eso me aterra un poco, la pérdida de intimidad. A pesar de que parece que estoy cómoda, en verdad es bastante incómoda la popularidad. No la entiendo. Tampoco acepto regalos, o sea que ni siquiera me sirve para... o sea, no es que una marca de ropa me manda de regalo un vestido diciéndome, toma, porque sos famosa, como si fuera Kate Blanchett. Todo me lo compro, todo me lo pago, no me sirve de nada en ese sentido, pero sí económicamente. Ça vous permet de rencontrer de très beaux acteurs mexicains, quand même, c'est pas négligeable. Delphine Deluan, vous avez dit tout à l'heure qu'une manière que vous avez de régler ce problème entre oui, fiction et réalité, cette obsession des lecteurs pour la vérité, une vérité. Vous dites, en fait, moi ce qui m'importe c'est la langue et c'est le travail de la langue, et il n'y a que ça qui compte effectivement. Et on parle un petit peu de ce matériau qui est la langue et qui est au cœur de votre travail à tous les deux. Delphine Deluan, je crois que vous travaillez beaucoup à l'oreille, sur le rythme, sur les sonorités. Et vous êtes aussi très attentive à l'expression et aux expressions, au vocabulaire de chacun du personnage. Est-ce que ça signifie que l'écriture c'est d'abord une affaire de voix? Parce que les personnages ils sont toujours... leur parole est très dépendante de la profession qu'ils exercent, du milieu quotidien dans lequel ils évoluent. Oui, bien sûr. Quand je dis c'est la langue, c'est une manière un peu presque générique de dire en fait que ce qui m'occupe, c'est d'essayer de traduire ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire passer au lecteur par des mots. Donc ça va être, selon les romans, davantage la construction, les voix en effet des personnages, et dans d'autres vraiment un travail plus à proprement parler sur la langue elle-même. Et de toute façon, voilà, il s'agit de fabriquer son propre langage. J'ai le sentiment qu'il diffère, en tout cas pour ma part, il est différent à chacun de mes textes, même si j'ose espérer que quelque chose les relie.
Alors c'est vrai que oui, cette question de la voix, c'est sans doute une des premières que je me pose quand je commence un roman, c'est qui parle d'une certaine manière. Est-ce que je fais parler à un personnage? Est-ce que j'écris à la première personne? Est-ce que j'écris à la troisième personne? Parfois, j'ai travaillé sur des troisièmes personnes un peu subjectives. C'est le cas par exemple dans les heures souterraines où j'alterne deux voix, un homme et une femme, et même si le texte est écrit à la troisième personne, à chaque fois j'ai le sentiment, enfin j'avais envie de rentrer dans leur propre langage, dans leur propre manière d'envisager cette journée, d'envisager le monde. Vous l'avez dit, j'écris beaucoup à voix haute. Il y a aussi pour moi quelque chose qui est vraiment de l'ordre du rythme. Je me relis beaucoup à voix haute. J'aime beaucoup lire mes textes. Moi-même, j'aime beaucoup faire des lectures de mes textes. Je ne saurais d'ailleurs franchement pas le définir, mais peut-être que ça fait partie vraiment des choses qui m'occupent énormément, de trouver le rythme qui correspond à chaque personnage, à chaque voix que j'incarne. En ce moment, par exemple, je travaille sur un texte qui alterne justement une troisième personne, une narration omnisciente et une narration à la première personne. Et j'essaye de faire en sorte évidemment que ces deux langues diffèrent. Et ça m'occupe beaucoup. Parmi les autres questions que je me pose en ce moment, mais je crois que j'en avais parlé, il me semble que j'en avais parlé dans une précédente rencontre que nous avons eu la chance de faire ensemble, c'est que j'essaye de trouver de réfléchir à comment je peux intégrer dans un roman une langue assez prosaïque et une langue qui est contemporaine. Pour être plus concrète, dans Les Enfants sont rois, j'ai essayé d'intégrer il y a des rapports de police d'une certaine manière. C'est une femme qui essaye de raconter, de décrire ce qu'elle voit. C'est une femme qui occupe une fonction dans la police qu'on appelle procédurière. Donc justement, il s'agit vraiment de consigner de manière extrêmement précise les choses. Et j'ai essayé à la fois de faire exister cette langue en tant que telle dans le roman, tout en essayant de faire en sorte que malgré tout, elle fasse littérature. Je ne sais pas, c'est sans doute un peu ambitieux parce que ça reste un peu basique, si je puis dire, mais en tout cas qu'elle participe vraiment du roman. Et en ce moment, je suis en plein dans ce questionnement parce que j'essaye d'intégrer dans le roman que j'essaye d'écrire depuis quelque temps une langue qui est extrêmement pauvre d'une certaine manière, extrêmement basique, très contemporaine. Je ne veux pas trop en dire, mais qui est finalement un peu la langue la langue numérique. Et en même temps, j'ai envie que mon livre soit de la littérature, donc c'est assez complexe. Et ça m'intéresse beaucoup comme défi. Oui, c'est aussi peut-être une manière de comprendre quelque chose qui vous est arrivé un peu étranger. Je pense à l'autre langue qu'on trouve beaucoup dans Les Enfants sont rois, c'est celle justement des réseaux sociaux et tous ces codes, tous ces anglicismes, les followers, les hashtags, cette manière très codifiée, stéréotypée, qui peut parler de la mère de ces enfants. À la fois, en fait, j'ai cette ambition un peu folle d'en rendre compte, c'est-à-dire que malgré tout, il y a quelque chose qui me fascine dans cette langue, j'ai envie de l'intégrer. Vous avez tout à fait raison, ces anglicismes, cette manière de répéter les gimmicks, etc., que j'ai beaucoup observé pour pouvoir la reproduire. Et en même temps, parce qu'il me semble que ça raconte vraiment profondément quelque chose de notre époque. C'est pareil dans cette tentative dans laquelle je suis en ce moment. J'ai vraiment envie de raconter quelque chose de l'époque à travers finalement des choses assez intimes. Gabriela, vous escribís. Perdón, pero dijiste recién una lengua muy pobre, hablando de la lengua de nuestra época. Entonces, pienso, si pensás, porque yo lo creo así, estamos viviendo una época de una lengua muy pobre. ¿Es posible? Non, ce que je voulais dire, c'est que là en l'occurrence, dans ce texte-là, où
j'essaie de reproduire des rapports de police. Ça n'est pas du tout, il n'y a évidemment aucune ambition littéraire, c'est juste extrêmement descriptif. C'est une femme non flic, procédurière, c'est un métier qui, je ne pense pas que ça existe en Argentine, qui décrit de manière extrêmement minutieuse ce qu'elle voit. Donc c'est sans aucun jugement de valeur, mais en tout cas ça n'est pas une langue littéraire, c'est une langue, voilà, ça n'est pas une langue noble, ça n'est pas ce qu'elle cherche. De même que la langue des réseaux sociaux, pour moi, il y a quelque chose d'assez fascinant dans les néologismes qu'elle produit, qu'elle invente. C'est un peu d'ailleurs comme la langue des jeunes aujourd'hui. J'ai des enfants qui sont des jeunes gens. Il y a parfois des expressions qu'ils inventent, que je trouve, qui sont celles de leur génération, que je trouve absolument formidables, géniales. Voilà. Et mon questionnement, c'est comment, en tant qu'écrivaine, je peux intégrer ça dans mes romans. Et tenter de fabriquer de la littérature avec ça. Bien. Moi, ce qui m'a frappé en premier lieu, peut-être, la langue de vos textes, c'est peut-être cette énergie, cette forme de rage qu'il y a dans l'écriture, et aussi le mélange, le grand mélange des registres, des tonalités. On a parfois dans des passages très poétiques, ensuite dans des extraits beaucoup plus vindicatifs, justement, d'autres fois dans une ironie très féroce, et à d'autres moments dans une langue très crue, un parler populaire aussi. Comment est-ce que ça se passe concrètement, le travail avec la matière? No tengo la menor idea. Bueno, soy ciega, sorda y muda cuando me pongo a escribir. Es como si nadara en un dique de agua muy oscura en el que no hago pie jamás, en el que no sé a dónde está el fondo. No tengo ninguna técnica para eso. Es algo que me sale con cada libro, supongo que de una manera diferente, pero no tengo la menor idea. No tengo la menor idea, pero tampoco tengo la inteligencia para ponerme a pensar en eso. Sí tengo la inteligencia para pensar en una historia y tratar de que esa historia sea escrita, pero no sé cómo aparece la poesía, ni en qué momento, y si es pertinente que aparezca o no. Afortunadamente de eso siempre se ocupa mi editora, que es la misma desde hace ya 3 libros, y antes fue Juan, que es el editor de Las Malas, mi editora Paola Franquis, pero yo no tengo paciencia siquiera para ponerme a hacer ese trabajo que es como de ingeniería de la literatura. Admiro a los escritores que lo hacen, pero no me sale. Mais est-ce que par exemple, comme Delphine, vous travaillez à voix haute vos textes? Hoy en una entrevista justo decía, porque me preguntaba, bueno, ¿de dónde? Una periodista me decía, ¿de dónde crees que viene tu deseo de escribir? Y yo decía que no tenía ninguna respuesta para eso, y se me ocurrió en ese momento que tenía que ver con la falta de una voz, de que cuando era pequeña, y hablábamos de que la infancia nunca se termina, era un niño que no escuchaba a nadie. Mis papás estaban preocupados el uno por el otro, en la escuela no me prestaban atención, me mandaban a callar, en la adolescencia me pasó exactamente lo mismo, en la universidad me pasó exactamente lo mismo, entonces me parece que tenía que ver con una impotencia por ser oída. Y no leo en voz alta, pero estoy acostumbrada por ser actriz
a escucharme en la cabeza, que es más o menos lo mismo. Et un autre point commun à vos deux écritures, je crois, c'est que ce sont des écritures très, très charnelles, très incarnées, très sensuelles. Les corps, d'une manière très très présente dans vos livres, d'ailleurs que ce soit des corps souffrants ou malmenés ou maltraités, ou des corps au contraire très longtemps glorifiés, comme ça peut être le cas dans l'histoire d'une domestication. Alors peut-être, pour être un peu plus précis sur cette question de l'écriture, dans quelle mesure est-ce que vous avez l'impression d'écrire à partir de votre corps, avec le corps? Justement, je me permets de revenir sur ce que quand Camilla évoquait son écriture. Moi, je trouve que c'est vraiment la singularité, la force de ton écriture. C'est peut-être justement ce mélange absolument étonnant et particulièrement impactant de registres, ce mélange parfois de crudité, de trivialité, de très grande poésie. C'est moi quelque chose franchement qui m'a beaucoup séduite quand je l'ai lu, et j'admire cette liberté que tu décris, de te laisser quelque part envahir par quelque chose peut-être qui est plus instinctif, et que tu laisses aller pour que ça donne ça. Pardon, du coup c'était. J'ai oublié la question. Sur le corps, oui. Pour ça j'ai oublié. Non, c'est que, en fait, bien sûr qu'on écrit avec le corps, et enfin, c'est un truc d'ailleurs qui est assez difficile à expliquer. Que là, pour ma part, j'en ai fait l'expérience de manière extrêmement forte ces derniers mois. Il se trouve que j'ai des soucis de santé qui ont vraiment énormément impacté mon corps et par conséquent énormément impacté mon écriture. C'est-à-dire que parce que mon corps ne pouvait pas écrire, pas à proprement parler au sens technique du terme, en tout cas qu'il était tout d'un coup abîmé, vulnérable, tout ce qu'on voudra, l'écriture n'était pas possible. Et j'ai toujours eu ce sentiment que l'écriture était extrêmement physique. Parfois j'ai cherché d'ailleurs à l'expliquer, parce qu'au fond on est assis sur une chaise devant un ordinateur et qu'a priori il ne s'agit pas d'un exploit sportif. Mais en réalité, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, je ne connais pas d'activité plus fatigante qu'écrire. Je pense que c'est lié à une sorte d'état de tension dans lequel je me trouve quand j'écris, qui est assez étonnant. Et que si le corps n'est pas capable d'assumer ça, l'écriture n'est pas possible. Alors, par ailleurs, peut-être ça répondra d'ailleurs davantage à ta question. Oui, moi, en tant qu'écrivaine, j'aime bien décrire la sensation peut-être plus que le sentiment, même si les sentiments m'intéressent aussi beaucoup, mais au fond, ils m'intéressent aussi dans la manière dont ils nous traversent physiquement, physiologiquement, presque, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est quelque chose que là aussi ça fait partie des matériaux que j'essaye vraiment de travailler, c'est la manière dont nos émotions, qu'elles soient d'ailleurs négatives, agréables, ce qu'on voudra, passent par le corps, traversent notre corps. Et ça, c'est un travail que j'ai commencé vraiment avec mon premier roman, Le jour sans fin, voilà, qui raconte la guérison d'une jeune femme anorexique, mais presque, ça part du corps, du point de vue de son corps. Et ce qui m'intéressait d'ailleurs dans ce texte, c'était bien sûr l'anorexie est une maladie mentale, et dont le théâtre est le corps, et il me semblait que ça n'avait jamais été raconté. À quel point cette expérience du corps, finalement, était au cœur à la fois de la maladie et du processus de guérison. Oui, c'est un livre qui s'appelle Jour sans fin, FAIM, pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Je vous recommande, c'est magnifique. Camilla, vous vouliez peut-être réagir sur cette question du corps, à quel point on implique son corps dans l'écriture, et quand vous impliquez votre corps dans l'écriture.
Sí, lo registro en las muñecas, en el dolor de las articulaciones de las muñecas y en la espalda. Voy una vez a la semana a una fisioterapeuta para que me arregle la espalda porque la posición es así y cada vez me duele más. Y eso me trae problemas en los órganos también, sobre todo en la digestión y en la vista, se arruina la vista. Por supuesto que es con el cuerpo. Y es una hazaña deportiva, quiero decir. Aunque, bueno, no transpiramos. Porque tengo aire acondicionado. Alors ça, c'est votre corps et tel qu'il réagit à l'activité d'écriture, mais l'importance aussi pour vous d'incarner vos personnages. Tout à l'heure, vous avez étudié cette scène de votre mère dans le noir. Vous voyez, je crois, tous le petit bout de la cigarette s'allumer. Vous avez une manière de mettre le corps au centre de votre travail, il me semble. Puede ser que una de las mayores, no me gusta la palabra influencia porque me parece casi un insulto, pero una de las mayores inspiraciones literarias de mi vida ha sido el cine, ha sido del cuerpo. Es imposible saber con precisión qué sucede a nivel de sentimientos en el cuerpo de un actor, pero en una película, ¿no? Pero una de cuerpo de alguien arrojar un vaso contra una pared o doblar obsesivamente una servilleta o ponerse una media. Me parece que puede tener que ver con que desde muy pequeña tuve un cine en un salón en mi casa. Mi mamá alquilaba a unas maestras que eran maestras de una escuela que estaba a una cuadra de mi casa, a 100 metros de mi casa. Todos los viernes pasaban una película en el salón de mi casa y yo las veía, películas incluso para adultos. Entonces el cine se ha metido en mi imaginación desde siempre. Puede tener que ver con eso, pero tampoco estoy segura de decirlo. Alors, peut-être une toute dernière question, parce que je vais vous temps aussi de vous approcher, peut-être de réagir à tout ce qui a été dit. Delphine tout à l'heure soulignait le fait que dans les romans de Kajima, il y a cette grande liberté, on disait, de passer d'un registre à un autre, d'une tonalité à une autre, et aussi parfois de glisser dans le merveilleux. Je pense là aux vilaines. Dans ce roman, il y a des personnages qui se transforment, notamment des prostituées qui deviennent garous, qui deviennent oiseaux. Et cette présence-là d'une forme de magie, d'une forme de sorcellerie, on la retrouve aussi dans l'histoire d'une domestication. À quel point est-ce que ça vous inspire cet univers peut-être du conte, de la légende? On peut penser aussi à Diphonide Correa, cette sainte très populaire en Argentine et qui a une place centrale dans les villaines. Donc, cette inspiration du conte et des légendes pour vous. Sí, en el sentido de que vengo de una familia de mujeres muy religiosas que creían que podían dominar la naturaleza con rituales, por ejemplo. Si había una tormenta, hacer así con un cuchillo en el aire y eso hacía que dejara de llover. O si caía granizo, hacían una cruz de ceniza en la tierra y eso impedía que cayera granizo y arruinara una cosecha. O si ponían un santo al revés, lo ponían de cabeza, estaban castigándolo porque no había cumplido con un pedido que le habían hecho. Y eso es muy latinoamericano, eso es un fenómeno muy latinoamericano, sucede muchísimo. La magia está en Latinoamérica.
Ahora, en las malas fueron las drogas. Yo, en la época en que me prostituí en el parque o en las zonas rojas en las que trabajaba, estaba siempre bajo la influencia de alguna sustancia. Entonces, yo veía las travestis distorsionadas, siempre las veía más grandes de lo que eran, más monstruosas, más pequeñas. El primer recuerdo que tengo de la primera noche que fui al parque fue que llegó la policía. Yo tenía 18 años. Llegó la policía y una de ellas trepó con tacos, zapatos de tacos, así con las uñas postizas, por un árbol, como si fuera una pantera, eso, y se escondió de la policía. Nadie la vio porque se quedó en las ramas en la copa del árbol. Y yo había tomado, no sé si acá conocen lo que es el Roinol, que es como un medicamento psiquiátrico mezclado con whisky. Y yo vi eso y después vi a otra travesti que cruzaba corriendo la calle, una travesti de 2 metros, supongamos, cruzando la calle así, corriendo y rodando abajo de un auto para que no la viera la policía. Entonces, bueno, por supuesto me quedó esa imagen para siempre. Y eso fue un privilegio. Lejos de ser un recuerdo triste, es uno de los recuerdos más poderosos que tengo. Y es lo que quedó en las manos. La scène apparaît dans les livres. Encore dit, définitivement, il n'y a peut-être pas de généalogie, d'influence ou de substance dans vos livres. En revanche, je crois que le conte est présent, l'inspiration du conte. Enfin, il me semble que régulièrement vous faites référence à ça, avec des petites personnages de filles que vous comparez à des princesses un peu trop gâtées, sur lesquelles le sort va s'acharner, ou je pense aussi à la directrice de l'EHPAD dans Les Gratitudes, que vous assimilez à une sorcière. Donc aussi tous ces schémas-là narratifs qui m'énervent en tout cas votre travail. Est-ce que c'est une inspiration importante pour vous? J'aurais pas dit ça comme ça, mais ça m'intéresse d'y réfléchir sur la présence éventuellement du coup. Non, effectivement, l'exemple en tout cas que vous citez là, de cette méchante directrice, je me suis beaucoup amusée avec ça dans Les Gratitudes, où c'est l'histoire d'une vieille dame qui perd le langage, qui se retrouve donc un peu du jour au lendemain dans un EHPAD. Et oui, elle fait des sortes de cauchemars qui en même temps racontent probablement à la fois sa souffrance, son désarroi, ses angoisses, le sentiment d'inutilité aussi qu'elle a, qui s'incarne à travers cette femme que j'appelle donc la méchante directrice, qui lui fait des discours, ça je me suis beaucoup amusée en les écrivant, des discours sur lui reprochant justement de ne pas être rentable, qui lui fait passer un premier entretien qui ressemble étrangement à un entretien de recrutement, qu'il s'agit juste d'être admise dans un EHPAD, et donc voilà, la première fois qu'elle apparaît, on ne sait pas très bien si c'est la réalité ou la fiction. Après on comprend que ce sont les cauchemars de ce personnage. Donc, voilà, la méchante directrice qui est purement fantasmée revient à plusieurs aspects. Ça m'a bien amusé. Non, sinon je ne saurais pas dire. Peut-être, il faudrait que je réfléchisse, mais c'est vrai que je ne le sens pas tellement. J'ai l'impression d'avoir une écriture un peu assez réaliste au fond. Peut-être trop. J'ai jamais trop osé, ou je ne sais pas d'ailleurs si c'est une question d'oser ou que simplement ça ne fait pas partie de mes sources d'inspiration. Aller vers quelque chose de plus magique, ou de plus un petit peu à la fin des Enfants sans voix, qui flirte avec qui est une forme de dystopie. Mais non, c'est il faudrait que je réfléchisse. Le fait de vous lire une autre
part de la lecture peut donner certaines idées. Je vous remercie vraiment toutes les deux pour ces réponses sur cette belle idée de rencontre. Je vous remercie aussi pour votre écoute si vous avez envie de réagir. Je ne sais pas du tout combien de temps il nous reste. Sí, plus o menos déjà, en fait. Solo agradeceros a las tres la generosidad otra vez, la confianza, agradecer mucho al público que ha entrado en nuestro espacio de café, en este espacio de intimidad. Ellas han sido extremadamente generosas. Je parle que des choses bon. Y vamos a celebrarlo, vamos a interactuar un poquito con un vino. Muchas gracias y les esperamos en el próximo evento. Se pueden registrar en la página web, en el boletín, etcétera, etcétera. Vamos a tomarnos un vino. Muchas gracias.